Tout d'abord, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram à propos de ce sujet-là en particulier. Vous avez été aussi adorables puisque toutes les voix off ont été faites par ceux qui suivent très souvent le stream et qui ont bien voulu le faire. Alors déjà, merci à vous tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Et cette fois, ce n'est pas du divertissement, même si j'adore en faire et il y en a beaucoup qui vont pas tarder à arriver. Mais là, j'avais envie de vous parler un peu de mon ressenti, de mon expérience quand je suis passée d'auto-entreprise, entreprise individuelle, salarié et à nouveau entre auto-entreprise puisque maintenant, ça va faire 1 an à nouveau que je suis à Paris. Je vous ai posé les questions sur Instagram et j'en ai recueilli le maximum afin j'espère d'avoir un panel assez grand afin de répondre au maximum aux questions qu'elles pouvaient vous poser au niveau de l'entreprise, auto-entreprise et salariale. Et j'espère que vous aurez tout ce que vous souhaitez à la fin. Oui. Ce son d'ordinateur qui n'était pas prévu. Tu ne trouves pas que passer d'entrepreneur à salarié, c'est baisser socialement? Ça, je pense, c'est la question qui me fait le plus mal au cœur possible. Parce que c'est déjà quelque chose que j'ai très souvent entendu. Donc, c'est une question que je suis contente qu'on m'ait posée parce que c'est dire que ça, c'est dans la tête des gens et c'est un fait. Et il faut faire avec. Vraiment. Maintenant, je vais vous répondre comment moi je le ressens. Je peux totalement comprendre cette question parce qu'on a cette sensation que de réussir son entreprise, c'est la meilleure chose qui peut se passer. Mais d'être un très bon salarié et monter les échelons, c'est très sympa aussi. Mais pour moi, mon objectif personnel, mon ambition la plus profonde, c'est d'être bien. Alors, je sais que je l'ai toujours dit, j'ai l'impression qu'on comprend pas ce que je dis, mais c'est pas grave parce que moi, en réalité, je me lève le matin en ayant 0 boule au ventre et en étant très heureuse. Donc, du coup, je me dis qu'au moins, je réussis ce côté-là avec moi-même et ça me va. Mais en fait, pourquoi on baisserait socialement de quelque chose où on arrête de se faire souffrir? En fait, quand j'étais en entreprise individuelle à Bordeaux, j'avais plus ce lien avec des influenceurs de Paris, j'avais plus de liens comme ça, ça me motivait plus personnellement, je me levais avec une angoisse, j'en avais la gerbe, je me sentais mal en fait, je me sentais vraiment mal. Alors est-ce que c'est baisser socialement que d'arrêter de vouloir se faire du mal? C'est ok, si c'est pour arrêter de me faire du mal tous les matins, je dois baisser socialement, pour la plupart, je le fais. Tout simplement. Mais à savoir que tout le monde n'a pas la même ambition, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie et que si pour vous c'est baisser socialement parlant parce que j'ai baissé niveau argent, c'est quand même très dommage, en tout cas à mon sens. Vous voyez, parce que j'ai l'impression d'avoir gagné bien plus pendant 2 ans en étant très bien en tant que salarié que d'avoir continué à gagner beaucoup plus d'argent en étant très mal. Ça m'a motivée, je me suis entraînée à travailler pour quelqu'un, j'ai appris aussi à retravailler avec des gens, c'est très important parce que même si plus tard, là encore, je refais une autre entreprise et si je veux créer quelque chose de plus gros, de savoir travailler avec des gens, de pas avoir été toute seule tout le temps. Mais je suis très contente d'avoir appris de ça, d'avoir appris la rigueur, d'avoir pouvoir être seule, de gérer des clients durs, difficiles. Mais tout ça, j'ai dû apprendre du coup quand j'étais salariée et j'ai adoré autant apprendre. Donc pour moi, ça n'a pas avoir baissé socialement puisque j'ai tellement appris. Et que je sais qu'on adore l'entrepreneuriat, et tout. Il y a mon chien qui joue et j'ai vu un truc voler. Mais on adore dire oh là là, il ou elle réussit dans sa vie, elle a fait sa propre entreprise, etc. Bien sûr. Maintenant, en auto-entreprise, c'est aussi accepter le fait que pour payer un logement, c'est compliqué, emprunter, c'est compliqué. Si on veut pas non plus se faire des 100 et des 1000, mais juste faire quelque chose qui nous plaît, c'est compliqué d'en parler ensemble en disant en fait non, on va gagner 33 000 € par an, en fait ça me va parce que je me lève bien, mais c'est quoi tes objectifs et ta maison? Non. Donc c'est quoi en fait d'être auto-entrepreneur? Est-ce que t'es bien socialement parlant quand tu commences à gagner 50 000, 100 000, 150 000 et que là du coup t'es valorisé? Ou si tu gagnes 33 000 parce que t'es juste heureux et qu'en même temps, pour l'instant tes affaires marchent comme ça, est-ce que c'est plus valorisant pour eux que d'être salarié ou cadre dans une autre boîte? En fait, c'est très dur de voir qu'on a l'image de l'entrepreneur blindé de thunes qui a fait une entreprise de dingue en oubliant tous ceux qui n'ont pas réussi, mais parce que peut-être c'était pas le bon moment, c'était pas le bon projet, c'était pas avec les bonnes personnes. Et avec un salarié qui a pu atteindre des échelons et qui maintenant est trop fier de l'entreprise pour laquelle elle travaille et qui lève tous les matins en étant heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour moi
pourquoi moi je n'ai pas l'impression d'avoir baissé socialement parlant, mais d'avoir surtout augmenté émotionnellement parce que j'ai appris tellement de choses et d'avoir autant de recul justement et de mettre mon ego de côté parce que justement je gagnais beaucoup plus d'argent et que j'étais toute seule à créer cette entreprise et me dire « Oh, je retravaille pour quelqu'un d'autre », croyez-moi que c'est un travail sur soi aussi dont je suis plutôt fière. Mais n'oubliez jamais qu'être entrepreneur n'est pas tout de suite un symbole de réussite, qu'être salarié n'est pas un symbole de faiblesse, loin de là, croyez-moi. Et que souvent quand on me pose cette question-là, je vois pas de la méchanceté, mais un manque de connaissances et peut-être juste une ambition différente. Et surtout, est-ce que la personne se met un petit peu à ma place et ne me juge pas, tout simplement. Tu exerces quoi comme activité actuellement? Tu as un mix, salariat, entrepreneuriat? Et non, depuis octobre, j'ai vraiment mon auto-entreprise à nouveau. Depuis octobre l'année dernière, ça va faire 1 an, tout simplement parce que j'avais envie de faire des choses différentes. Ou alors les mêmes, mais avec plus de... Vous voyez, je suis là, je m'impose. Et moins de stress surtout. Genre, je le sais, mais c'est là, ok? J'essaie de me convaincre toute seule là, non? Quel était ton job dans la vente quand tu étais à Bordeaux? Là, j'étais vendeuse chez Thomas Sabot. Voilà, à Bordeaux, Galerie Lafayette, il y avait un stand. Et j'ai adoré. En vrai, j'ai adoré. Juste parler de l'embauche, du processus et surtout de ce à quoi peut ressembler un entretien après. Et du coup, l'entretien après tant d'années où on a été seul, c'est très particulier. Mais en fait, il faut se dire que ce trou que eux vont entre guillemets voir dans votre CV, ce n'est pas un trou parce que vous êtes touché la nouille, mais un trou qui va pouvoir être de l'expérience et c'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Personnellement, moi, du coup, sur mon CV, quand j'ai voulu refaire de la vente, donc j'ai vraiment mis sur mon CV que j'étais en entreprise, que j'avais créé mon entreprise. Et quand on m'a posé des questions en entretien sur ce que c'était, et ben comme vous postulez par exemple pour de la vente, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous faisiez qui se rapporte le plus à de la vente. Bah, trop bête, mais d'avoir un côté, d'essayer de vous convaincre sur certaines choses, mais d'avoir, surtout, moi, c'était quelque chose que j'adore et c'est une des raisons pour laquelle je suis à la vente, c'est pas juste vendre des produits et me mettre bien à la fin du mois, c'était plutôt le lien avec le client. Et l'air de rien, bah, c'est ça qui a fait la différence lors de mon entretien pour dire à quel point, en fait, je trouvais ça important de créer un lien avec la clientèle parce que on peut avoir vraiment de vendre des belles pièces et de se faire plaisir, mais en même temps, si on n'a pas, en tout cas à mon sens, un lien avec la clientèle, la fidélisation, bah, moi personnellement, en tout cas, je ne trouvais pas de plaisir dans ce métier-là. Et donc du coup, j'ai pu lui expliquer à quel point ça a été bénéfique pour moi de savoir qu'est-ce qu'il fallait pas faire, les barrières aussi à mettre, mais la proximité que j'espérais avoir avec la clientèle afin de créer un vrai lien sur le long terme. Donc surtout, dites-vous que même si parce que vous n'avez pas créé une entreprise, mais parce que vous êtes maman et que vous êtes arrêté avec votre enfant, prenez toujours qu'est-ce que vous avez appris en fait de ces mois, qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre, que ce soit votre motivation justement de reprendre un travail, d'être à nouveau, de toute la pêche, le fait que vous êtes devenu encore plus autonome parce que maintenant vous pouvez vous occuper quand même d'un enfant, etc. Enfin, bref, il y a tellement de façons de faire, mais le principal quand vous reprenez un travail et qu'en plus il faut faire un entretien d'embauche, c'est de vous valoriser, vraiment. Et de montrer qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Parce que ce que l'entreprise va vous apporter, c'est bien. Mais ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise, bah, c'est ce qui permet de vous sélectionner vous et pas quelqu'un d'autre. Et personnellement, du coup, j'ai essayé de me valoriser au maximum et aussi pour montrer mon intérêt. Parce que pour beaucoup, enfin, en tout cas pour eux, ils comprenaient pas comment je pouvais arrêter une entreprise qui marchait. Puisque j'ai vraiment arrêté, pour ceux qui ne savent pas, mon entreprise individuelle, mon année qui a été la plus forte. J'avais le plus gros contrat avec Rimmel. J'avais vraiment fait une très très bonne année. C'était ma plus grosse année. Et c'est là où j'ai tout arrêté. Donc, les gens ne comprennent pas spécialement que quand tu touches vraiment le plafond de verre de l'argent, en tout cas pour moi, hein, j'avais une somme où à l'année, c'était du 60 000 € de chiffre d'affaires, hors impôt. Pour moi, c'était énorme en n'ayant ni diplôme, ni rien. Enfin, j'étais très fière de moi d'être en arrivée là. Et pourtant, j'ai préféré refaire un entretien et être à nouveau salarié. Et donc, il fallait aussi que je convainque que c'était vraiment un changement de vie que je voulais. Et donc, que je voulais vraiment m'apaiser et d'être avec des horaires fixes et de mettre tout mon savoir-faire aussi à une entreprise qui n'est pas que seulement la mienne. Et le fait de retrouver un travail d'équipe me manquait énormément. Voilà à peu près comment j'ai essayé de me dépatouiller.
lors de cet entretien qui était extrêmement stressant parce que je n'avais pas fait depuis des années et des années. Et j'avais trop peur qu'on ne me prenne pas, mais je suis très ravie qu'on m'ait prise. Est-ce plus ou moins dur de revenir sous les ordres de quelqu'un? Alors, pour le coup, je peux comprendre qu'être sous les ordres de quelqu'un à nouveau peut être compliqué comme ça à imaginer. Mais c'est aussi quelqu'un de plus haut, qui a plus d'expérience, qui vous a apporté beaucoup. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et j'en ai appris beaucoup de mon responsable. Vraiment. J'en ai pris énormément. C'était quelqu'un qui arrivait à gérer une équipe, arrivait à gérer les clients, à vendre, à être sur tous les fronts. Bref, je suis très contente d'avoir fait 2 ans à ses côtés, d'avoir magasiné beaucoup de son savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est hyper important et c'est vraiment bon en fait d'avoir quelqu'un de plus haut et qui t'apprend. Et l'air de rien, du coup, on passe de « Oh, c'est chaud d'avoir quelqu'un dessus » à « Ouah, j'ai quelqu'un dessus de moi, mais je sais pourquoi et j'en ai encore plein. Et j'ai encore plein de choses à apprendre pour peut-être avoir ça de son niveau. » Et d'un coup, au lieu de trouver ça négatif, on se dit « C'est un truc à atteindre. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, j'ai pas vu du tout ça. Mais pareil, j'ai travaillé dans une boîte que j'ai adorée. Est-ce que tu as été traitée différemment du fait que tu es aussi influenceuse? Alors, sur mon CV, j'avais quand même, j'ai toujours fait de la vente et j'ai travaillé en bar, donc j'ai toujours été en fait au service un peu de la clientèle, donc j'avais déjà ça sur mon CV. Après, oui, je pense que ça a été positif pour eux quand même, mon expérience et surtout, entre guillemets, ma notoriété, j'ai un peu du mal à le dire. Maintenant, c'était défavorable aussi sur un point, c'est-à-dire que ma directrice France m'avait appelé pour savoir si c'était pas pour nous la mettre un petit peu à l'envers, tout simplement parce que si c'était pour dans 3 mois je sois plus là, ou que je demande des jours parce que j'ai telle sortie du nouveau sac à main de un tel, ou de ci, ou de ça, ou du nouveau parfum, et que j'allais à Paris tous les 4 matins et que je demandais que des heures, tous les week-ends, etc. Ce n'était pas voulu. Donc j'ai dû vraiment montrer que c'était la place que je voulais, que c'était vraiment un changement de vie que je voulais, et que non, je leur demanderais rien de tout ça, et que j'attendrais sagement mes vacances comme tout le monde. Mais du coup, j'ai dû vraiment faire preuve aussi de bonne foi et du coup, je pense que ça a été bénéfique un petit peu quand même pour eux. En tout cas, j'espère que j'ai été bénéfique pour eux. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent revenir au salariat et qui ont peur? Pour ceux qui veulent revenir au salariat et qui étaient aussi en auto-entreprise ou en entreprise individuelle, en fait, moi, je suis toujours partie du principe que vos choix ne sont pas définitifs à vie. Il faut aussi savoir ça, ce n'est pas grave. Par exemple, si vous avez essayé l'auto-entreprise et que ça ne vous plaît pas, et vous voulez retourner en tant que salarié, et que cette boîte-là de salarié en fait ne vous plaît pas, et que vous voulez faire une autre boîte en tant que salarié, ce n'est pas définitif. C'est dur émotionnellement, votre ego des fois en prend un petit coup, etc. Mais ce n'est pas pour la vie. Et le meilleur conseil que je peux vous donner du coup, si vous voulez quitter votre auto-entreprise, entreprise, société, et de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est de choisir la boîte pour laquelle vous voulez travailler vraiment. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu en fait changer de métier, je me suis dit, j'ai envie de travailler pour eux. Genre, j'avais vraiment envie de travailler pour eux, donner mon expérience pour eux, j'avais envie de travailler pour eux. C'était Thomas Sabo. J'ai adoré cette marque, j'étais une vendue de cette marque. Et je me suis dit, en fait, mais quel kiff de me dire que je vais retrouver le côté client pour en plus des bijoux que j'adore. Et je me suis levée, du coup, pendant 2 ans avec le sourire et le kiff d'aller bosser. Donc non, être en entreprise n'est pas le seul moyen de se lever en étant de bonne humeur si on travaille pour la bonne personne. Bien sûr, c'est dur de dire qu'on travaille pour quelqu'un d'autre après avoir travaillé que pour soi, mais au final, mettre son expérience, de se sentir valorisé, c'est quelque chose que je n'avais pas connu et c'était plutôt très ego boost. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es revenu dans l'entrepreneuriat? Eh bien, tout simplement, c'est que j'ai adoré ce travail, mais je faisais tous mes objectifs tous les mois. La perspective d'évolution, que ça soit du coup adjointe, ne me plaisait pas, ou même encore plus haut, ne me plaisait pas d'être responsable de boutique parce que j'adorais être en bas et d'avoir zéro pression et d'avoir juste à m'éclater avec les clients. En vrai, c'était vraiment juste bon, vous voyez ce que je veux dire? Et que au final, je trouvais que ça me donnait plus de stress qu'il y avait au-dessus, sans pour autant, et financier, est-ce que ça allait pouvoir m'apporter humainement? Beaucoup plus. Et donc, je me suis dit non. Et surtout qu'il y avait quelque chose qui était dur, c'est que je commençais à avoir du mal de ne pas mettre ma petite créativité, mon petit moi encore plus quelque part. Et donc là, je me suis dit, ça commence à me manquer. J'ai l'impression que je tournais à nouveau en rond. Et quand l'ennui commence à venir au travail,
Et à partir du moment où vous vous êtes dit ça, il y a l'ennui qui arrive encore plus. Et là, vous savez que c'est le temps de partir de votre entreprise. Et pareil, j'avais envie de faire plus que ce qu'on me demande. Alors bien sûr, il y a une fiche de poste, etc. Mais j'ai envie de faire plus. Et si j'ai envie de faire plus pour peut-être avoir plus, et plus, vous voyez. Et ça, pareil, j'avais envie de me challenger à nouveau aussi. Quelle est la différence entre une auto-entreprise et une entreprise individuelle? Alors déjà, en auto-entreprise, il faut savoir qu'en fait, c'est une entreprise simplifiée. Ce qui veut dire pas simplifié, c'est que tout est plus simple. Et encore maintenant, quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est vraiment intuitif. Vous avez donc tout directement sur l'URSSAF avec URSSAF Auto-entrepreneur. Il vous explique tout extrêmement bien. On comprend de plus en plus ce qu'on fait aussi. On est plus encadré. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Et donc l'entreprise individuelle, moi, il y a des années, en fait, quand on dépassait 33 000 € de chiffre d'affaires, on devait passer soit en société, soit en entreprise individuelle. J'ai choisi entreprise individuelle parce que je n'avais pas l'étoffe sur le moment de me sentir cap à passer en société. Et l'entreprise individuelle, en fait, ça va être la même chose, sauf que là, je vais avoir un expert comptable parce qu'il y aura la TVA qui va arriver, des bilans tous les ans et surtout des impôts plus imposants puisqu'ils seront aux alentours de 45%, puisque comme du coup, je suis une entreprise de service, c'est tout ce que je récupère, je en donne un gros bout. Vous voyez, contrairement à quand vous faites de l'artisanat ou de la vente, ça change à chaque fois selon le domaine dans lequel vous êtes. Alors que maintenant, depuis 3-4 ans, il me semble, parce que moi du coup je ne l'étais plus à cette époque, mais en auto-entreprise, vous pouvez atteindre le plafond de 72 500 € à condition dès les 32 000, quelque chose comme ça, où vous allez être soumis aussi à la TVA et du coup il faudra mettre la TVA aussi en plus. Par exemple, votre facture, à partir de ce seuil-là, il faudra faire des factures avec TVA. Ça a commencé à être plus complexe. Là, je vous conseille vraiment d'avoir un expert comptable pas trop loin, quitte à ne pas le prendre à l'année, mais d'avoir tous les 6 mois, d'être sûr un peu comment ça se passe. Parce qu'une erreur est fatale et sachez que tout ce qui est impôts, etc., ils peuvent retourner jusqu'à 5 ans en arrière pour vous faire un petit coucou si vous avez mal calculé. Donc, c'est bien de le faire directement. Donc voilà, en gros, entre la différence des deux, je vous parle que des deux que j'ai connus. Bien sûr, si vous faites une SARL, une société, ça sera encore différent. Mais là, pour le coup, je m'y connais un peu moins et ce sont vraiment des entreprises, des sociétés à part entière. Et là, clairement, c'est des gens qui sont dans le métier, qui pourront mieux vous parler de ça, ou des gens qui ont connu ça, en tout cas. D'ailleurs, je suis toujours admirative des gens qui ont réussi à créer une société avec déjà 1, 2, 3, 4 personnes. Parce que franchement, se coucher le soir en disant « Ah, peut-être que les stats, ça va pas très bien en ce moment », mais être seul à en pâtir, alors que quand du coup, on a des employés à nourrir, félicitations à tous ceux qui ont réussi à sauter le pas. C'est incroyable. Quelle a été la différence sur le changement de statut d'entreprise? Beaucoup plus d'impôts. Quand on passe d'une auto-entreprise à entreprise individuelle, la grosse différence pour moi, c'est l'expert comptable qui vient dans les chiffres, parce que là, il faut le payer, et encore plus d'impôts. Donc des fois, c'est très dur parce que faut se poser la question de est-ce que ça vaut pas le coup que j'attende 33 000 que de faire 50, parce qu'en fait, je perds plus en faisant 50 000 en entreprise individuelle à l'époque que 33 000 entre payer l'expert comptable dans le chiffre de 50 000, payer encore plus d'impôts, ou de rester dans 33 000 et d'être un peu plus à l'aise, mais de peut-être pas avoir d'évolution aussi. Voilà. Quand tu as monté ton entreprise, tu étais seule? Alors au départ, quand j'ai créé mon auto-entreprise, du coup il y a 10 ans maintenant, qui après directement au bout des 3 ans est devenue une entreprise individuelle, oui j'étais toute seule et plutôt pas très bien accompagnée. Ça c'est un gros souci, il y a des années c'était vraiment quelque chose de très peu connu l'entrepreneuriat, en tout cas l'auto-entreprise et encore moins dans notre milieu. Et pour le coup j'ai mal fait les choses parce que c'est pas que les gens, mais que ce soit dans mon expert comptable premier ou quoi, j'ai tout mal choisi. Donc ça, je vous avoue, c'était un peu compliqué. Maintenant, je sais aussi de quoi je parle. Moi aussi, je suis plus dans l'ignorance la plus totale, ce qui me permet en fait d'être plus à l'aise, que quand je dois appeler l'URSSAF, les impôts ou quoi, je sais, on va au bout. Je suis pas totalement perdue. S'il y a des erreurs de leur part ou de la mienne, on peut en parler. Je suis pas qu'est-ce qui se passe, et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, oui, je l'ai fait toute seule et je vous avoue que à un moment donné, j'ai voulu être plus grosse et j'ai été mal entourée au point où on m'a dit que ça ne servait à rien d'être avec d'autres gens près de moi, par exemple pour une société ou même de faire des factures de temps en temps. Je me suis mis du café partout, on est d'accord? Et j'ai commencé, donc j'ai 2-3 vidéos que j'ai fait monter par quelqu'un, que je vous mets juste là.
Et puis après, on m'a dit, mais c'est pas rentable. Et moi, en fait, en ayant été en entreprise depuis des années, je savais que le début n'était pas spécialement rentable, mais il fallait savoir se mouiller pour après peut-être grandir ou pas. Mais il fallait se mouiller. Bref, cette personne-là a rejeté un peu sa peur sur moi et je me suis totalement fermée et j'ai arrêté. Et juste après, du coup, je suis passée en salariat. Ouais, on est sur une belle peur là. Mais en fait, c'est très dur, c'est que je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en elle. Et du coup, si la personne avec laquelle on vit, les personnes les plus proches avec lesquelles on vit, n'ont pas confiance aussi, ben en fait, on se sent vraiment nul, mais vraiment nul au plus bas. Mais ça, je vous ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse de comment on peut s'enfermer dans des idées et on s'auto-sabote après soi-même. N'hésitez pas, je vous ferai ça avec plaisir. Mais il s'avère que après, j'ai trouvé ça trop dur de travailler toute seule chez moi, d'être suivie par des milliers de personnes, de me sentir très seule, de pas me sentir soutenue par mes proches. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais retourner en fait en salarié. Comment faisais-tu pour gérer la comptabilité? J'hésite à passer par un comptable. Alors clairement, en auto-entreprise, c'est très facile de ne pas passer avec un expert comptable ou un comptable parce que c'est vraiment très simple. En tout cas, pour une auto-entreprise de service. Bien sûr, si vous commencez à avoir des frais parce que vous êtes plutôt du commerce ou de l'artisanat, n'hésitez pas à tenir vraiment un carnet, à tout noter de A à Z. Et si vous voulez vous faire aider pour au moins les premières démarches afin de suivre bien un bon rythme, mais je te conseille à 3000% un comptable, ce qui te permettra de te sentir beaucoup plus à l'aise parce que tu vas savoir où tu vas aller et surtout tu n'auras pas peur de recevoir les impôts ou quoi parce que tu sais ce que tu fais sera bien. Et si un jour tu évolues, un expert comptable sera obligatoire et ça je te vraiment conseille de bien lire en fait les contrats et de bien les choisir parce qu'il y a des très bons comme des moins bons, c'est comme absolument tout métier. Moi par exemple, j'en ai eu enfin un bon quand je suis venue à Bordeaux, même si du coup c'était pour très peu de temps, mais elle a vraiment répondu à toutes mes questions, elle a vraiment été adorable, elle m'a vraiment plus accompagnée, elle m'a fait comprendre tellement de choses. En clair de rien, je suis restée que 1 an et demi avec elle sur 4 ans avec un autre. Et que lui, vraiment c'était horrible. Donc je vous mets le lien, si vous êtes un expert comptable à Bordeaux, juste là, vraiment c'est entre vous et moi, mais moi en tout cas je l'ai adorée et elle répondait très bien aux questions, bien sûr, comme avec tout métier, avec un moyen de rémunération. Était-ce dur de te lancer en auto-entrepreneuse? Des appréhensions ou des difficultés? Ce qui était dur, c'était plutôt il y a des années parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Du coup, te juger. Et en plus de ça, vraiment, personne comprenait que ce soit les banques, tout. Et en fait, on était là, mais en fait, j'ai juste envie d'essayer de faire quelque chose de ma vie. Et venez, en fait, on essaie de s'épauler ensemble, mais en fait, ils ne comprenaient rien. Et nous non plus d'ailleurs, c'est bien ça le souci. Et des appréhensions et des difficultés, forcément, j'en ai eu des appréhensions. Il faut aussi se rendre compte qu'en auto-entreprise, on a l'impression que quand on nous voit sur les réseaux, etc., qu'on gagne des 100 et des 1000 comme ça, personnellement, ce n'est pas le cas. Et surtout que moi, j'ai une chance énorme d'avoir ma maman en coussin, au cas où si vraiment ça va pas du tout, je peux redormir chez elle. Voilà, j'ai une maman exceptionnelle qui veut bien de moi, au cas où si je plante littéralement. Mais ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On n'est pas sauvé en auto-entreprise. Et il n'y a que nous. Et ça, c'est pas simple de se dire que tout repose sur nos épaules. Donc, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Et des fois, vous travaillez beaucoup, longtemps, pendant des mois et des mois, pour au final, après, commencer à gagner de l'argent. C'est pas tout de suite. Et ça, il faut il faut vraiment s'en rendre compte que c'est pas de l'argent direct. Comme en tant que salarié où tu te lèves le matin, à la fin de ton mois, tout se passe bien, tu as ta paye. Là, ce n'est pas spécialement le cas en auto-entreprise. Et oui, les appréhensions et les autres difficultés, ça va être les trucs les plus banals, mais ça va être de trouver un loyer, pas un loyer, mais plutôt un logement, et quelqu'un qui accepte avec mon métier de me le prêter. Donc ça, c'est tout compliqué. Les crédits. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont être compliquées. Les questions dans les soirées, et rien que ça, c'est une difficulté pour moi de dire « Oh, mais comment je vais devoir l'expliquer ?» Ça me met extrêmement mal à l'aise. Difficulté parce que des fois, tu vas te poser la question « Est-ce que ça vaut le coup que je mets de l'argent à cet endroit-là? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça ne veut pas l'être? Est-ce que je vais tester? Est-ce que je vais me mordre les doigts ?» On ne sait pas. On marche quand même beaucoup vers l'inconnu en auto-entreprise
Et pour le coup, il y a un côté excitant quand même, mais c'est une difficulté, ne nous mentons pas. Mais le plus gros conseil encore que je peux vous donner, c'est d'essayer d'être le mieux entouré possible et de poser au maximum vos questions, que vous ayez des questions, je sais pas, monnaie, argent, banque, tout. Posez des questions à votre banquier, à un comptable, à un avocat si vous posez des questions, à l'URSSAF, appelez-les si vous avez besoin, appelez les impôts si vous avez besoin d'en comprendre un peu plus, appelez, renseignez-vous. Ça va tellement vous apaiser de savoir un peu plus où vous allez et que tout ce qui est côté un peu relou comme ça, qui vous mine le moral, soit un peu écarté afin de garder que votre créativité pour le métier que vous faites. Tout simplement, c'est un plaisir d'être serein sur au moins un petit socle. Quel est le meilleur type de structure pour soi et sa charge mentale? Qui cotise le mieux pour son futur? Projet, bébé? Alors personnellement, ça, je trouve que c'est une question très dure parce que tout dépend parce que vous trouvez l'auto-entreprise, le projet de vos rêves et que vous pouvez travailler mais genre 10-11 heures par jour mais en même temps de pouvoir bien gérer vos horaires parce que vous avez des enfants, etc. et que vous trouvez tout ça qui vous plaît, mais c'est parfait l'entrepreneuriat pour vous. Et en même temps, vous trouvez ça un peu compliqué parce que vous n'êtes pas sûr à la fin du mois d'avoir l'argent pour pouvoir nourrir votre tribu ou vous-même d'ailleurs. Moi, quand je parle de tribu, c'est mes animaux personnellement. Et qu'en fait, vous préférez le confort du salariat, augmenter, peut-être réfléchir à un crédit et pouvoir le faire, un logement différent. Bref, je trouve que c'est très très dur parce que pour moi, le seul point commun à avoir une structure et positif pour soi et sa charge mentale, c'est de trouver un métier qui vous fait plaisir. Et je sais que là, il y en a qui disent qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Et je le sais, je suis pas bête. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas tous le choix. On n'est pas tous nés au même endroit. Et on n'est pas tous nés avec le même fardeau, les mêmes bagages. C'est un fait. Maintenant, pour ceux qui peuvent, et quand je dis pour ceux qui peuvent, c'est ceux qui ont un coussin, que ce soit familial, un coussin financier, ou qui savent qu'ils ont une résilience hors norme, foncez, essayez de tester quelque chose qui vous fait plaisir, testez le fait de vous lever le matin avec plaisir et votre charge mentale, votre amour pour vous-même, tout ça va tellement être parfait, vraiment. C'est-à-dire que clairement, oui, quand on est en entreprise, sa charge mentale, elle va être des fois un peu plus grande parce qu'on a du mal à couper. Mais à vous de mettre des barrières. Mais des fois, il y a certaines personnes en salarié qui détestent tellement leur métier que ça leur suit aussi, en fait, chez eux. Donc, en fait, il n'y a pas de solution miracle à part le fait de chercher, peut-être pendant 3 à 4 ans, le métier qui vous fait kiffer. Et après, peut-être 4, 5 ans, une autre. Peut-être 1 an, quelque chose qui vous apprend énormément et repartir. Ou alors pendant 20 ans faire le même métier parce que vous adorez et que votre objectif n'est pas spécialement d'avoir le métier de vos rêves ou d'avoir pas le boulot au ventre matin et qu'en fait vous ça va, mais par contre vous voulez avoir la plus grosse maison, la famille et tout ça et c'est votre ambition, et si c'est ça votre objectif, c'est que c'est le meilleur pour vous aussi. Vraiment posez-vous la question de qu'est-ce qui est le meilleur pour vous et qu'est-ce que vous souhaitez et surtout essayez de prendre le plus de recul par rapport aux questions des autres, de l'image qu'ils vont se faire de vous, parce que je vous le dis, des gens qui vous jugeront, il y en aura toujours. Quand je travaillais en tant que salarié à Nocibé, parce que je vendais des produits de beauté, croyez-moi que je prenais cher. Quand j'étais en auto-entreprise, je prenais cher. Quand je travaillais à nouveau en vente, je prenais cher. Et en auto-entreprise, je prends toujours cher. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous jugera toujours. Donc, vraiment, posez-vous les questions pour vous, à vous, et de savoir dans quelle direction vous voulez aller, que ce soit des ambitions financières, mais plutôt matérielles, un métier qui vous fait plaisir, quitte à moins gagner pendant un certain temps, mais gagner plus en expérience pour avoir une autre chose derrière. Bref, il faut savoir qu'on n'est pas bloqué à vie, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Alors si vous pouvez le tenter, tentez-le. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas, parce que pour X raisons, la vie ne peut pas être facile pour tout le monde, loin de là. Et bon courage à vous, parce que se réveiller, je l'ai fait avec la boule au ventre, avec la gerbe, et pourtant je vais travailler de chez moi au chaud, ça n'a pas été simple. Dès que le cerveau lâche, c'est pas simple. Alors je vous envoie tout plein de courage à vous, tout plein d'amour surtout. Et par contre, ne montrons pas qu'est-ce qui cotise le mieux pour votre futur, pour votre projet, pour les bébés, etc.
bah, je vais dire salarié. Alors oui, vous pouvez en entrepreneur gagner beaucoup et du coup pouvoir tout payer. C'est un fait. Mais en réalité, c'est très peu par rapport au nombre de personnes qui se lancent en entreprise, vous voyez. Le salarié, c'est comme c'est tout le temps sûr, déjà pour le bébé, pour tout. Par exemple, vous êtes sûr à la fin du mois d'être payé. Et par exemple, vous êtes malade, par exemple, le bébé tarde ou qu'il y a un souci ou quoi et que vous devez être alité, vous sentez peut-être en tant que salarié plus protégé en fait. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup plus ressenti pendant le Covid. Je me sentais beaucoup plus protégée quand j'étais juste en arrêt maladie parce que j'étais malade, juste pouvoir avoir 3 jours d'être payé, mais c'est quelque chose que je ne connaissais plus. Mes premières vacances, tout frais payés réellement, pas pour faire des posts Instagram, je vous parle pas de ça, hein. Vraiment là où en fait t'as cotisé pour t'emmener en vacances et que tu donnes plus rien à personne, et ça c'était extraordinaire. Ça par contre c'était extraordinaire. Je vous avoue qu'il y avait un petit kiff en tant que salarié quand même. Mais par contre, l'entrepreneur a le choix de pouvoir choisir ses horaires et que quand du coup mon petit chien est malade et que je dois l'emmener en urgence à 11h au veto, j'ai pas toute mon entreprise que je dois appeler et je dois pas aussi dire à mon travail, je suis désolée, je peux pas ouvrir la boutique parce que mon chien en fait va mal ou mon enfant ou quoi, je me gère toute seule et après c'est à moi de travailler jusqu'à 22-23h et voilà. Donc il y a du plus et du moins. C'est pour ça que je vous dis, en fait, je pense que le principal, c'est de se faire plaisir. Je pense pas qu'il y ait un truc mieux que l'autre. Vraiment. Vraiment, je ne pense pas. Bon, on est sur une fin de vidéo. J'espère que mon expérience personnelle de mes 8-9 dernières années a pu en aider certains et certaines. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions au prochain live sur Twitch ou quoi, à venir sur le live, dans le chat, à poser vos questions, faire un coucou ou parler de toute autre chose. Ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, on se retrouve pour du divertissement. Je sais que le mélange des deux peut-être ne plaira pas, mais je pense que je suis un peu comme ça quand même. J'espère que ça vous a quand même un peu plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, des prochains lives, et je vous dis à bientôt. Bye!